Cette vidéo est la deuxième partie du cours de spécification géométrique des produits et elle fait appel à des notions présentées dans la première partie. Si vous souhaitez revoir le début du cours, vous pouvez cliquer sur la miniature ci-contre ou retrouver le lien dans la description et dans les fiches. On va voir dans cette séance donc la deuxième partie du cours de spécification géométrique des produits. C'est un cours qu'on avait démarré la semaine dernière et on va s'intéresser aujourd'hui au langage graphique normalisé ISO GPS. Ce langage normalisé ISO GPS va s'appuyer sur un principe particulier en spécification géométrique des produits. On a déjà eu l'occasion d'en parler un peu. C'est le principe d'indépendance. C'est-à-dire que chaque exigence dimensionnelle ou géométrique spécifiée sur un dessin doit être respectée en elle-même, sauf indication particulière spécifiée. Notamment, on l'avait indiqué lorsque l'on étudie une cotation dimensionnelle. Eh bien, si vous avez un cylindre, par exemple, de diamètre 20 indiqué sur un dessin de définition, le fait que le cylindre ait effectivement un diamètre de 20 mm ne veut pas dire pour autant que c'est un cylindre au sens mathématique du terme. La forme de la pièce peut être parfaitement biscornue tout en étant validée si chacune des dimensions prises indépendamment les unes des autres est bien comprise entre 20 moins la tolérance supérieure et 20 plus l'écart supérieur. Mais l'indication, la seule indication, le diamètre 20 plus ou moins quelque chose, ne contraint en rien la forme de la pièce. Et donc on retrouve ici ce point clé qui est le principe d'indépendance des spécifications. Donc ça se retrouve ici avec cette phrase qui est marquée en bleu. Toutes les spécifications de dimension, de forme, d'orientation ou de position qui portent sur un élément ou sur un ensemble d'éléments de la pièce sont indépendantes. Les cas particuliers que l'on rencontrera, eh bien, ce sont ceux dont on a déjà parlé. Le principe de l'enveloppe, les deuxième, troisième et quatrième cas dans lesquels on va sortir de ce principe d'indépendance, c'est le cas du minimum de matière, qui est symbolisé sur un dessin de définition par le L entouré, le cas du maximum de matière, symbolisé par un M entouré, et donc le maximum de matière, on en parlera en cours dans les semaines à venir, donc avant la fin de l'année. Minimum et maximum de matière, c'est à peu près la même chose. On se concentrera, nous, en cours, à l'exigence du maximum de matière. Et puis, dernier cas particulier, c'est le principe d'exigence avec tolérance projetée, symbolisé par un P. Et donc, cette notion de tolérance projetée, on n'en parlera pas en cours, ni cette année, ni l'année prochaine. Ça n'est pas au programme de la classe PT, SIPT. Mais vous pouvez au moins savoir que c'est un des 4 cas particuliers pour lesquels le principe d'indépendance n'est pas respecté. On revient dans un premier temps sur quelques rappels des cours précédents sur les tolérances linéaires. Une tolérance linéaire limite uniquement les dimensions locales réelles, distance entre deux points, d'un élément simple. Alors par exemple pour un diamètre, eh bien, on va mesurer la distance qui sépare deux points diamétralement opposés. La notion de diamétralement opposé est faite par rapport à la direction globale du cylindre. Et dans un plan perpendiculaire à cette direction globale, on va mesurer la distance séparant deux points diamétralement opposés. Et cette distance DI doit être comprise entre D moins T et D plus T. C'est la même chose pour deux plans parallèles. Encore une fois, on va identifier la direction globale des deux plans. Et perpendiculairement au plan médian des deux plans, ici, on va mesurer la distance séparant les deux plans. Et la distance DI doit être inférieure à L plus T et supérieure à L moins T. La condition de conformité peut donc s'exprimer de cette façon-là. Une pièce est conforme si la valeur prise par toutes les dimensions locales DI se trouve à l'intérieur d'un intervalle défini par les tolérances. À cette tolérance linéaire, on a ajouté la condition d'enveloppe. Donc on va retrouver le fait que toutes les dimensions DI doivent être comprises dans un intervalle défini par les tolérances. Et on va ajouter à cela le fait que l'enveloppe de forme parfaite au maximum de matière ne doit pas être dépassée par la pièce. Et donc l'intérêt de cette exigence dimensionnelle avec contrainte d'enveloppe, c'est que ça va permettre de limiter les écarts de forme en plus des écarts de dimension pour faciliter l'assemblage des pièces. Autre type de tolérance dimensionnelle, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. On s'était intéressé essentiellement aux tolérances linéaires. Et bien maintenant, on peut s'intéresser aux tolérances angulaires. Donc on va donner ici, par exemple, sur un dessin de définition, un angle A
qui doit être compris entre A-T et A plus T. Donc ça va nous permettre de définir ici une tolérance angulaire comme étant une limite de la seule orientation générale des lignes ou des éléments linéaires de surface. Donc une pièce sera conforme si la valeur prise par la dimension AI se trouve à l'intérieur d'un intervalle défini par des tolérances. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que sur la surface réelle de la pièce, qui est cette surface du modèle pot ou du skin model, eh bien on va définir des plans tangents aux deux surfaces. Et si l'angle entre ces plans tangents est bien compris entre A-T et A plus T, alors on va valider la réalisation de la pièce. Alors, au-delà des tolérances dimensionnelles, la nouveauté ici dans ce cours de spécification géométrique des produits, c'est la notion de tolérance géométrique. Donc dans la tolérance géométrique, on verra plusieurs choses. Le premier élément, c'est la forme des éléments que l'on va essayer de vérifier. La deuxième chose à vérifier, c'est l'orientation des éléments. Et la troisième chose à vérifier, c'est la position des éléments. Et puis il y a un quatrième critère qu'on réservera pour la prochaine séance, qui est la notion de battement. C'est quelque chose d'un peu particulier, donc sur lequel on reviendra. Alors voilà, vous avez ici sur cette capture d'écran le premier niveau de tolérance géométrique concernant la forme des éléments. On retrouve dans la deuxième colonne le symbole permettant de représenter la tolérance en question. Et donc si je reviens ici à l'exercice qui était donné précédemment et sur lequel on avait travaillé déjà la semaine dernière, on s'était intéressé notamment à cette tolérance qui est donnée ici. Et bien on va retrouver ici l'écriture symbolique de l'exigence qui est donnée. Cette écriture symbolique, elle va être identifiée avec le symbole qui est donné ici par le parallélogramme, et puis l'information 0,05 qui est donnée ici. Et on identifie dans ce tableau le fait que le losange correspond à la caractéristique de planéité, et l'élément tolérancé ici, c'est une surface nominalement plane. Alors vous avez en dessous du tableau les abréviations qui pourront être couramment utilisées dans ce chapitre. Dans cette colonne RS, ce qu'on identifie ici n'est pas forcément clair pour l'instant, mais c'est une case à cocher. Si la case n'est pas cochée, cela signifie qu'on n'a pas besoin de spécifier de référence effectivement pour assurer le respect du critère étudié. Si la case est cochée, ça veut dire qu'on a besoin de spécifier une référence. Et ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que pour vérifier qu'une surface est plane, eh bien on a besoin de personnes. Donc je reviens rapidement sur la forme avec les principaux critères de forme: rectitude, planéité, circularité, cylindricité, profil d'une ligne, profil d'une surface. À retenir, car plus couramment rencontrés, la notion de planéité et la notion de cylindricité. Donc voilà ici les deux critères de tolérance de forme qui sont les plus couramment rencontrés. Et puis dans une moindre mesure, éventuellement, la rectitude et la circularité. Mais voilà, si vous devez retenir deux critères de forme, c'est essentiellement la planéité et la cylindricité. En termes d'orientation, eh bien cette fois-ci, on va pouvoir étudier le parallélisme de deux lignes nominalement rectilignes ou de deux surfaces nominalement planes. On va pouvoir étudier la perpendicularité et on va pouvoir étudier l'inclinaison. Et puis on va retrouver aussi la notion de profil de ligne ou profil de surface, qui est un petit peu particulier. Donc là, ici, encore une fois, si vous avez besoin de retenir le minimum vital, c'est savoir comment exploiter un parallélisme, une perpendicularité et une inclinaison. Et puis ensuite, vous avez un troisième critère d'éléments. Alors pourquoi les cases sont cochées? C'est parce que pour définir le parallélisme, j'ai besoin de spécifier une référence. C'est-à-dire qu'un plan est parallèle à un autre plan, ou bien un plan est perpendiculaire à un autre plan. Et donc je vais spécifier une référence, l'autre plan en question, pour savoir ce que c'est que être parallèle, ce que c'est que être perpendiculaire. Donc ça, c'est pour les questions d'orientation. Et puis ensuite, il reste les questions de position. Et on va retrouver, pour la position, la notion de localisation. On va essayer de localiser un point, une ligne ou une surface par rapport à une référence, ou par rapport à un ensemble de références. On va retrouver la notion de concentricité, la notion de coaxialité et la notion de symétrie. Et là encore, je surligne en jaune les trois critères parmi ceux qui sont présentés ici, qui seront les plus couramment rencontrés et qu'il vous faudra savoir exploiter sans hésitation. Alors je ne rentre pas forcément dans les détails immédiatement, on reviendra sur tous ces éléments-là prochainement.
Les critères en tout cas que l'on rencontrera le plus régulièrement, donc pour la forme c'est la notion de planéité et de cylindricité. Pour l'orientation ce sont les trois notions de parallélisme, perpendicularité et inclinaison. Et pour la position ce sont les notions de localisation, coaxialité et symétrie. Et puis je l'indiquais précédemment, il y a également une quatrième classe de tolérance géométrique qui concerne le battement. Alors ça on y reviendra un petit peu plus tard, donc je ne rentre pas du tout dans le détail maintenant. Si vous vous souvenez, j'avais dit également la semaine dernière que pour pouvoir vérifier l'inclinaison du plan vert par rapport au plan rouge, il fallait déjà vérifier que la surface était suffisamment plane. Donc ça veut dire qu'il y a une relation d'inclusion dans ces trois types de tolérance, forme, position, orientation. Et l'inclusion est faite de ce type-là, c'est-à-dire que la tolérance de position va limiter des écarts de position. Et pour pouvoir positionner les éléments les uns par rapport aux autres, eh bien, il faut déjà être capable de les orienter les uns par rapport aux autres. Donc la notion de position inclut la notion d'orientation. Et puis je le disais également à l'instant, la notion d'orientation inclut la notion de forme. Donc finalement, la tolérance de forme est incluse dans la tolérance d'orientation, qui elle-même est incluse dans la tolérance de position. Alors ensuite, pour exploiter ces spécifications géométriques, on va revenir dans un premier temps sur la notion d'élément tolérancé. Un élément tolérancé, c'est un élément non idéal, qui peut être un point, une ligne ou une surface. Donc l'élément tolérancé est identifié par une flèche issue du cadre de tolérance. Si la flèche pointe directement sur une surface ou sur un trait de rappel, c'est la surface ou la ligne elle-même qui est tolérancée. Et si la flèche pointe sur une flèche d'indication dimensionnelle, alors l'élément tolérancé est l'élément dérivé extrait de l'élément pointé. Donc voilà ici les exemples. On a ici, pour le cas du cylindre, la tolérance numéro 1 qui pointe avec une flèche qui est posée sur la surface à un endroit quelconque de la surface. Et donc dans ce cas-là, c'est bien la surface elle-même qui est tolérancée. Tandis que dans le cas numéro 2, le cadre de tolérance pointe exactement en face de la tolérance dimensionnelle. Et donc dans ce cas-là, l'élément tolérancé n'est plus la surface cylindrique, mais l'élément dérivé de cette surface cylindrique, à savoir l'axe du cylindre. Ou comme pour l'élément tolérancé, on est sur des éléments non idéaux, et bien c'est plus spécifiquement la ligne nominalement rectiligne, axe réel de la surface nominalement cylindrique. Et en dessous, vous avez le même exemple pour un parallélépipède. La tolérance 1 va porter sur la surface nominalement plane, tandis que la tolérance 2 va porter sur la surface nominalement plane médiane à deux surfaces nominalement planes en vis-à-vis. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. La distinction ici entre le cadre de tolérance pointe vers un point quelconque de la surface, ou bien le cadre de tolérance pointe vers un point qui est exactement au droit de la ligne d'information à propos de la dimension de l'élément. Une fois que vous avez bien identifié votre élément tolérancé, eh bien, il faut définir la zone de tolérance dans laquelle cet élément tolérancé doit se situer. Une zone de tolérance, c'est donc une portion de plan ou de volume à l'intérieur de laquelle l'élément tolérancé ou le groupe d'éléments tolérancés doit être situé. Cette zone de tolérance est délimitée par des éléments géométriques idéaux, distants de la valeur de la tolérance T, et la forme bien sûr dépend du type d'élément tolérancé, du symbole de tolérance et du modificateur éventuel se trouvant devant la valeur de tolérance. Par exemple, pour étudier la rectitude d'une ligne, eh bien, on va pouvoir dire que cette ligne est considérée et doit être contenue dans la zone du plan contenue entre deux droites parallèles distantes d'une distance t. Ou bien, si je veux étudier la circularité d'une ligne, eh bien, je vais dire que cette ligne doit être contenue entre deux cercles concentriques distants de t. Ou bien si je veux étudier la position d'un point dans le plan, eh bien, je vais dire que ce point doit être situé à l'intérieur d'un disque de diamètre t. Ça, c'est pour les éléments plans. Ensuite, pour les éléments volumiques, eh bien, on peut avoir un volume, zone de tolérance qui est compris entre deux plans parallèles, ou bien entre deux cylindres coaxiaux, ou bien à l'intérieur d'un cylindre, ou bien à l'intérieur d'une sphère. Alors maintenant, pour s'habituer avec les notions qui sont présentées ici, eh bien, on va étudier un certain nombre d'exemples pour les différentes tolérances de forme, d'orientation et de position dont on a parlé. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser aux tolérances de forme, et puis
Ensuite, avant de s'intéresser aux tolérances d'orientation et de position, on fera un petit point sur la notion de référence. Premier exemple ici sur la rectitude. Alors si je m'intéresse à la partie supérieure, j'ai donc cette pièce, et puis j'indique ici une spécification de rectitude avec une tolérance de 0,1 sur le trait supérieur de cette brique. Comment je vais exploiter cette information à propos de la rectitude? Eh bien, comme je suis tracé, comme la spécification est placée dans cette vue-là, alors ça veut dire que la rectitude doit être vérifiée dans un plan qui est conforme au plan de cette vue ici. Et donc ça veut dire que ce que je représente ici, en quelque sorte, c'est la surface supérieure de la pièce, avec le pointillé mixte. Le pointillé, le trait en point qui est donné ici, c'est la ligne réelle située sur la surface de ma pièce à une distance A de la face avant. Une distance A qui va être quelconque. Et puis ce que je vais dire ici, c'est que l'intervalle entre le point le plus haut de la ligne réelle et le point le plus bas de la ligne réelle doit être inférieur à 0,1 mm. Pour que la tolérance de rectitude soit vérifiée, alors il faut que toutes les lignes étudiées pour toutes les valeurs de A, comprises entre 0 et grand L par exemple, la largeur de la pièce, respectent le critère de rectitude. Et à partir du moment où vous identifiez une des lignes qui ne respecte pas le critère de rectitude, eh bien la pièce peut être rejetée. Alors bien sûr, dans la pratique, il sera impossible de tester toutes les valeurs de A. Je reviens aussi sur le fait que la spécification ici de rectitude soit placée ici dans le plan XZ. Si l'information de rectitude avait été donnée non pas dans la vue XZ mais dans la vue ZY, eh bien ça change le principe de mesure de la rectitude, puisque cette fois-ci je ne vais pas mesurer une ligne prise dans un plan parallèle au plan ZX, mais une ligne prise dans un plan parallèle au plan ZY, donc c'est-à-dire une ligne qui aurait par exemple cette allure-là. Et puis en dessous, vous avez donc la rectitude de l'axe d'un cylindre. Alors ce qu'on identifie ici, c'est que la tolérance de rectitude pointe vers une droite qui est alignée exactement avec l'information dimensionnelle de diamètre du cylindre. Donc ça veut dire que ce qui va nous intéresser ici, ça n'est pas la rectitude d'une ligne située sur la surface cylindrique, mais c'est la rectitude de la ligne élément dérivé de cette surface cylindrique. Donc c'est-à-dire la rectitude de l'axe du cylindre. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va identifier chacun des points de cette ligne extraite, et la ligne nominalement rectiligne, axe réel de la surface nominalement cylindrique, doit être située à l'intérieur d'un cylindre de diamètre 0,08. Vous pouvez remarquer au passage la distinction ici dans l'écriture de la dimension de la zone de tolérance. En bas ici, vous avez une information qui est diamètre 0,08, qui revient donc bien sur le fait que l'élément tolérancé doit être situé à l'intérieur d'un cylindre de diamètre 0,08. Tandis qu'au-dessus, vous avez juste l'information 0,1 qui indique que l'élément tolérancé doit être situé entre deux éléments distants de 0,1. Deuxième exemple, à propos de la tolérance de planéité, et bien cette fois-ci on va s'intéresser à cette surface-là, qui est une surface qui doit être plane, avec une tolérance de 0,08. Et bien je vais extraire un certain nombre de points de cette surface. Alors j'ai représenté sur cette figure les points qui encadrent en quelque sorte la surface, mais il faudrait dans la pratique vérifier aussi des points au centre. Il faut identifier un certain nombre de points un peu partout sur la surface, et tous ces points doivent être contenus entre deux plans parallèles distant de 0,08 en l'occurrence. Alors dans la suite des tolérances de forme, vous retrouverez, et je vous laisserai si vous le voulez aller regarder, donc vous retrouverez sur le site internet ces diapositives, et je vous laisserai les regarder par vous-même et éventuellement me poser des questions si vous avez des doutes quant à l'interprétation de la tolérance de circularité, de cylindricité, de profil d'une ligne ou de profil d'une surface. L'idée étant d'avancer un petit peu dans la présentation du cours pour revenir sur la notion de référence spécifiée. Donc on a vu tout à l'heure que les éléments tolérancés étaient des éléments non idéaux. Et bien la différence maintenant, c'est que les références spécifiées, les références spécifiées, c'est bien ça, sont des éléments idéaux
issus d'opérations de type association, collection, construction, on en a parlé la semaine dernière, à partir d'éléments partitionnés du scheme model appelés éléments de référence, désignés par un triangle de référence. Et on va retrouver la même distinction que précédemment, c'est-à-dire que si le triangle est placé quelque part à un endroit quelconque d'une surface, alors la référence c'est directement l'élément idéal associé à cette surface. Tandis que si le triangle de référence est placé sur une cote dimensionnelle, alors la référence spécifiée, c'est l'élément indirectement associé à l'élément pointé. Donc l'exemple est présenté là-dessus, dans le cas d'un cylindre. Si vous placez votre cadre de référence 1 avec le triangle de référence noir à un endroit quelconque de la surface du cylindre, alors l'élément de référence, c'est la surface nominalement cylindrique, et donc la référence spécifiée, c'est la surface qui va être associée à cette surface nominalement cylindrique, à savoir le cylindre associé tangent extérieur matière, donc le plus petit cylindre dans le cas d'un arbre, tangent extérieur matière. Tandis que dans le cas numéro 2, si le triangle de référence est placé directement en face de la dimension du cylindre, l'élément de référence, ça reste la surface nominalement cylindrique, mais cette fois-ci, la référence spécifiée, c'est l'élément associé, l'élément dérivé de la surface associée, c'est-à-dire la droite, axe du plus petit cylindre tangent extérieur matière, par exemple, dans le cas d'un arbre. Donc on retrouve un peu le même type de distinction pour les références que ce qu'on avait vu pour les éléments tolérancés. Dans le cas d'un parallélépipède, si ma référence 1 ici pointe vers un endroit quelconque de la surface supérieure, alors l'élément de référence c'est la surface nominalement plane supérieure et la référence spécifiée c'est le plan associé à cette surface plane. Si le cadre numéro 2 pointe directement en face de la distance séparant les deux plans supérieur et inférieur, l'élément de référence c'est l'ensemble des deux surfaces nominalement planes en vis-à-vis. Et la référence spécifiée, eh bien, c'est le plan médian aux deux plans qui vont être associés aux deux surfaces nominalement planes. La notion d'association, c'est donc l'opération la plus simple pour obtenir une référence spécifiée à partir d'un élément de référence. Elle est définie par un critère d'association, et les critères que l'on va utiliser nous couramment, il y a plusieurs critères d'association, mais ceux avec lesquels vous serez amené à travailler, ce sont les suivants. Pour le cas d'un plan, c'est le plan contraint tangent côté extérieur de la matière ou côté libre de la matière et minimisant le plus grand des écarts, minimisant le défaut de forme. Et puis pour le cas d'un cylindre, eh bien, on choisira le plus petit cylindre, par exemple pour le cas d'un arbre, le plus petit cylindre tangent extérieur à la matière, ou bien le plus grand cylindre tangent extérieur à la matière dans le cas d'un alésage. Donc voilà les trois critères d'association que l'on utilisera pour un plan, pour un arbre et pour un alésage. Alors, premier exemple de tolérance d'orientation à la notion de parallélisme. Eh bien ici, je vais dire que le plan supérieur doit être parallèle au plan A. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais indiquer une référence avec l'information qui est donnée ici. Ici, l'élément de référence, c'est la surface nominalement plane. La référence spécifiée associée, c'est le plan tangent extérieur à la matière, minimisant les défauts de forme. Et donc ça définit ma référence spécifiée. Donc tout à l'heure, dans le cas de la planéité, ce qu'on avait fait, c'est que pour le plan vert, on avait défini le plan des moindres carrés, ou le plan minimisant les défauts de forme, c'est la même chose. Et puis parallèlement à ce plan des moindres carrés rouges, on avait tracé les deux droites orange limitant la zone de tolérance. Et bien dans le cas du parallélisme, les choses vont être un peu différentes, puisque cette fois-ci, on veut vérifier que la forme, que le plan supérieur est bien parallèle au plan inférieur. Et bien donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer non plus le plan des moindres carrés associé à la surface verte mesurée, mais on va considérer le plan des moindres carrés associé à la surface de référence. Donc c'est-à-dire que je vais définir ici ma surface de référence. À cette surface de référence, je vais définir un plan, donc qui va être un plan parfaitement un plan mathématique, tangent extérieur à la matière, minimisant les défauts de forme, donc c'est par exemple ce plan-là. On peut voir ici que ce plan peut être légèrement incliné. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir parallèlement à ce nouveau plan les deux plans orange utilisés précédemment, donc celui qui passe par le point le plus haut et celui qui passe par le point le plus bas. Et c'est maintenant l'espace entre ces deux nouveaux plans orange qui doit être inférieur à la tolérance grand T. Donc j'ai ajouté une zone de contrainte qui va être, j'ai ajouté une contrainte à la zone de tolérance qui est le fait que un des plans de la zone de tolérance doit être
parallèle au plan tangent extérieur matière à ma surface de référence. Donc voilà ici comment exploiter cette information de parallélisme. Alors maintenant, je vais préciser un petit nombre de choses à propos des références. Je me suis intéressé ici à un premier cas dans lequel la référence spécifiée était dite simple. Donc une référence est dite simple dans ce cas-là, c'est-à-dire si elle résulte d'une association d'un seul élément idéal à un seul élément de référence sans contrainte par rapport aux autres éléments géométriques. Et puis on va pouvoir considérer une référence spécifiée commune si elle résulte d'une association de plusieurs éléments idéaux simultanément à plusieurs éléments de référence en respectant des contraintes d'angle et de distance éventuellement entre les éléments associés. Donc le deuxième exemple qui est donné ici, c'est le cas d'une référence A et d'une référence B. Donc voilà ici deux éléments de référence indiqués. Eh bien, je vais pouvoir considérer la référence A-B qui va être construite à partir de l'association de la référence A et de la référence B. Et donc, comme je sais dans mon dessin d'ensemble dans mon dessin de définition, que le plan B doit être perpendiculaire au plan A, eh bien, je vais spécifier une référence commune A-B qui va être l'association de deux plans perpendiculaires, tangent extérieur matière minimisant les défauts de forme. Au-delà de la référence commune, on peut définir un système de référence. Un système de référence, c'est une information donc, qui est établie par deux ou trois éléments. Et on notera ça ici donc avec trois cadres. Le A tout seul dans un cadre, le B tout seul dans un cadre et le C tout seul dans un cadre. Le premier élément est dit référence primaire, l'association va être faite sans contrainte. Le deuxième élément, c'est la référence secondaire, et on va faire l'association entre la référence spécifiée secondaire et l'élément de référence secondaire avec une contrainte en orientation par rapport à la référence primaire. Le troisième élément, s'il existe, c'est la référence tertiaire, et on va définir l'association entre la référence spécifiée tertiaire et l'élément de référence tertiaire avec contrainte en orientation et en position par rapport aux références primaires et secondaires. Et enfin, pour indiquer la position par rapport à une référence, donc c'est pour indiquer une dimension théorique exacte, on va utiliser la notion de cote encadrée, caractéristique intrinsèque d'une entité dimensionnelle considérée comme théoriquement exacte, pour établir une référence spécifiée par association. Alors on a vu la notion de parallélisme. La perpendicularité, eh bien, c'est exactement le même principe. Je ne reviens pas dessus dans le détail. Vous pourrez regarder ces diapositives sur le site éventuellement et me poser vos questions. Il en est de même pour l'inclinaison. Le principe est exactement le même. Maintenant, on va pouvoir traiter quelques exemples à propos de la position. Premier exemple, celui de la localisation. Alors ici, c'est pareil, je propose dans un premier temps de masquer cette partie-là. Donc je m'intéresse ici à la position de ce perçage par rapport à la pièce. Le cadre de tolérance, donc je vais retrouver ici le symbole de localisation. J'ai une information de tolérance diamètre 0,08. Donc ça me laisse penser immédiatement que ma zone de tolérance, eh bien ça va être soit un cylindre, soit une sphère éventuellement, ou même si c'est un élément à deux dimensions seulement, un disque. Et puis ensuite, j'ai la construction de mon système de référence avec la référence C primaire, la référence A secondaire et la référence B tertiaire. Maintenant, si je regarde la flèche de tolérance pointe exactement en face de la ligne donnant la dimension du diamètre du cylindre, donc ça veut dire que ce qui est tolérancé, ça n'est pas le cylindre en lui-même, mais l'axe extrait dérivé de la surface cylindrique. Donc l'élément tolérancé, c'est la ligne nominalement rectiligne, axe réel d'une surface nominalement cylindrique. Donc voilà ici pour cet élément tolérancé. Et ensuite, pour les références, donc j'ai une première référence indiquée qui est la surface nominalement plane C, à laquelle je vais associer le plan tangent extérieur matière minimisant les défauts de forme, sans autre contrainte que tangent extérieur minimisant les défauts de forme, premier élément de référence. Ensuite, référence secondaire, c'est la surface nominalement plane A, qui est située ici. Et donc, pour définir la référence spécifiée A, je vais choisir le plan tangent extérieur à la matière minimisant les défauts de forme, contraint perpendiculairement. Ensuite, j'ai une référence tertiaire qui est la surface nominalement plane B, à laquelle je vais associer un plan tangent extérieur matière minimisant les défauts de forme, contraint perpendiculairement à A et à C. Et donc ça va me permettre ici de définir les trois plans qui sont dessinés avec les traits mixtes qui sont
les trois plans A, B et C. Et puis ensuite, eh bien, je vais définir ma zone de tolérance comme étant le volume compris dans un cylindre de diamètre 0,08 et je vais contraindre la position de cette zone de tolérance en disant que l'axe de la zone de tolérance doit être perpendiculaire à la référence C. Ça, c'est la première condition qui m'est donnée. La deuxième condition qui m'est donnée, c'est que l'axe de la zone de tolérance doit être situé à une distance de 100 mm de la référence spécifiée A. Et la troisième condition qui m'est donnée, c'est que l'axe de la zone de tolérance doit être situé à une distance de 68 mm de la référence spécifiée B. Alors avant de conclure, je vous laisserai là encore étudier les exemples de coaxialité et de symétrie. Vous retrouverez ces diapositives sur le site. Prenez un petit peu de temps pour les étudier. On y reviendra la semaine prochaine en séance de TD. Pour conclure, ce que vous pouvez étudier ici, donc c'est comment faire l'analyse d'une spécification géométrique. Dans un premier temps, vous allez définir ce qui est réel, quel est l'élément tolérancé. On utilisera généralement pour ça l'abréviation ET et on va définir l'élément extrait, intégral ou dérivé réel qui va être contraint par la spécification étudiée. Ensuite, on va étudier l'élément de référence, on utilisera l'abréviation ER et on va chercher quel est l'élément intégral extrait, quel est le ou les éléments intégraux extraits réels permettant de définir la référence. Et ensuite, on va venir sur ce qui concerne le modèle. On va faire la référence spécifiée, abrégé par RS, élément associé à l'élément de référence. On va ensuite définir la zone de tolérance, ZT, élément mathématique du modèle. Et puis ensuite, le cas échéant, on va définir les contraintes d'orientation ou de position de la zone de tolérance par rapport à la référence spécifiée. Et donc là-dedans, on va retrouver ce qu'on a vu en tout début de présentation de ce cours, sur le fait que dans la matrice d'exploitation des cotations fonctionnelles, sur la matrice d'exploitation des tolérances géométriques, on retrouve une partie qui est due à l'aspect réel, élément tolérancé et élément de référence, et une partie ici qui est due au modèle, donc quelle est la référence spécifiée associée à l'élément de référence, quelle est la définition de la zone de tolérance et quelle est la contrainte de position de la zone de tolérance par rapport à la référence spécifiée.